Bonjour à tous, bonjour Joël. Salut Fred. Bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo du site tennisbelge.be où nous allons donner quelques mots quand même sur la rencontre de Coupe Davis. Elle est déjà terminée depuis pas loin d'une semaine, donc ce sera assez général, mais voilà, on devait quand même en parler. Voilà. Et puis après, nous présenterons un petit peu la rencontre de Fed Cup qui, elle, aura lieu dans une semaine. On commence tout de suite par la Coupe Davis. Alors, finalement, la rencontre qui s'annonçait assez un sens unique, finalement, elle a été beaucoup plus compliquée pour les Américains. Beaucoup plus disputée que ce à quoi on s'attendait, ce à quoi les Américains s'attendaient aussi certainement, puisqu'on a eu une très très belle résistance de Joris de Loo dans le premier simple et dans le double de notre père Sander Gillet et Joran Vliegen qui ont montré que le travail qu'ils font depuis plusieurs années ensemble porte ses fruits. Donc on commence match par match. Joris, début du match, il est vraiment dépassé. C'était un petit peu le début du match attendu. On s'attendait à ce que les 3 sets soient comme ça. Oui, tout à fait. Il ne perd qu'une seule fois son service, mais sur les jeux d'Isner, il n'a jamais aucune chance. Et donc, il est assez rapidement battu. Oui, on s'attendait effectivement, comme tu le dis, à ce que ce soit 3 sets de la même façon, avec un break ou 2 breaks. On sait que Isner peut se contenter avec son service, généralement, quand il a fait le break, surtout sur une phase qui était quand même assez rapide, d'un break, et puis il peut simplement gérer ses propres services. Puis petit à petit, dans le deuxième set, Joris tient bon sur son service, il a très très bien servi tout le match. Et on sent Isner baisser légèrement de niveau. On se dit finalement, Joris tient le coup jusqu'au tie-break et il le remporte ce tie-break. Oui, tout à fait, il remporte le tie-break et surtout je trouve que il a montré beaucoup de volonté d'aller vers l'avant dans son match, beaucoup de positivisme. C'est vraiment une belle surprise. On savait que Joris était très doué, mais de pouvoir tenir la dragée haute à un joueur comme Isner, c'est une belle surprise, surtout après sa longue période de blessure de l'an dernier. Et les choses auraient pu vraiment aller dans son sens, puisque dès l'entame du troisième set, il prend le break. Oui. Et il le tient jusqu'à 4-2. Là, il fait son mauvais jeu du match. Et Isner revient. À ce moment-là, quand même, Isner reprend un petit peu le dessus parce qu'il semblait être un petit peu... Bon, il faut quand même le reconnaître, c'était pas le Isner de Miami qui a battu Del Potro et Zverev. Il était probablement fatigué et aussi en décompression mentale, se disant, je joue contre un gars qui est 200 places derrière moi, plus de 200 places derrière, ça va, je suis à l'aise. Donc oui, il y avait probablement un peu de décompression chez Isner, ce qui explique que son niveau de jeu était pas tout à fait le même non plus qu'il y a une semaine. Malgré tout, Joris tient encore jusqu'au tie-break. Il a sa chance encore dans le tie-break du troisième set. Mais là, c'est le tournant du match, évidemment, parce que s'il arrive à remporter ce tie-break, qui sait ce qui arrive dans un quatrième ou un éventuel cinquième set. Malheureusement, il n'a pas pris ce set et le quatrième set, il y a eu un break de différence. Comme au premier set, avec un Joris toujours combatif jusqu'à la fin. Il a vraiment une belle attitude, tout le match, il y a cru. Évidemment, Johan était derrière, mais quand même, ça fait plaisir de voir Joris à ce niveau-là. Oui, j'espère surtout que ça va lui mettre du baume au cœur et le lancer dans sa saison. Parce que quand on est capable de cette performance-là, devant un public hostile, c'était pas non plus... c'était forcément, gentil, c'était plutôt fair play, évidemment, mais derrière leurs joueurs. Donc arriver à sortir ce niveau de jeu-là, ça doit être positif pour la suite. Ruben fait une performance correcte aussi. Premier set, mais c'est souvent le cas avec Ruben, on sait qu'il est un peu plus sensible à la pression et que le début de match a été un petit peu difficile. Mais effectivement, deuxième et troisième set sont serrés, 7-6, 7-5. Il aurait très bien pu en prendre un lui aussi. Et il ne faut pas minimiser Sam Querrey qui est un excellent joueur aussi. Qui a aussi une très très bonne première balle. Il joue très très bien sur les surfaces rapides, il l'a prouvé l'an dernier à Wimbledon. Le troisième match, là c'était la surprise du chef de Johan. C'était un petit peu dans l'air que Joran Vliegen et Sander Gillet obtiennent leur chance lors de ce match. On l'avait demandé, nous, on l'a pas demandé à Johan, mais on l'espérait en tout cas qu'ils puissent obtenir leur chance parce qu'ils se battent depuis plusieurs années sur le circuit ensemble pour essayer d'arriver à leur rêve. Leur rêve, c'est une participation en Grand Chelem.
s'en rapprochent petit à petit. Maintenant, ils sont au niveau des challengers, ils arrivent à gagner des challengers. Le pas suivant, ce sera le tournoi ATP. Et ici, c'est une extraordinaire expérience, une chance de montrer ce qu'ils valent devant le grand public, parce que le double, ça n'intéresse pas grand monde, malheureusement. Mais là, ils se sont montrés devant tout le monde et ils ont montré ce que c'est une équipe de double qui joue en double avec les automatismes du double. Eh bien, c'était une très très belle expérience et c'était très chouette à voir. Parce qu'en face, il y avait du répondant, hein. Sock et Harrison. Ce sont de très bons joueurs de simple, mais ils jouent aussi régulièrement en double. Oui, ils sont vraiment bons dans cette discipline. Donc c'était pas n'importe quelle paire en face. Peut-être que eux aussi, on les ont pris un petit peu de haut, c'est pas impossible. Mais vraiment, Sander et Joran ont fait un match épatant. Oui. Au service excellent, les interceptions à la volée. Mais comme tu le disais, c'était vraiment un match de double. On a vu vraiment ce que c'était des joueurs qui savent où se placer sur un terrain dans un double. Il leur a manqué un petit quelque chose dans les tie-breaks où là les Américains ont su eux monter leur niveau de jeu, alors qu'au côté belge on a fait une ou deux petites fautes directes qu'on ne faisait pas dans les autres jeux. Ben, ça fait directement la différence sur 7 points. Si vos adversaires prennent 1 ou 2 points en plus et que vous en perdez 1 ou 2, ben, directement on se retrouve avec un 7-2 ou un 7-3 dans le tie-break. Voilà, donc on ne va pas aller beaucoup plus loin sur cette Coupe Davis. Malheureusement, ce sera vraisemblablement le dernier match de la Belgique dans cette configuration-là. Oui. Si en août, la Fédération internationale décide de mettre ses plans à exécution. Et donc on ne reverra plus dans ce cas-là l'équipe belge avant fin 2019 dans une pseudo-Coupe Davis. L'exécution est effectivement le bon temps. On en reparlera de toute façon d'ici là. On passe à la Fed Cup. Oui. Donc on a eu la composition des équipes. Pour la Belgique, pas de surprise, c'est la même équipe que contre la France. Oui, on aurait peut-être pu voir Janina Wickmayer, mais ça aurait été, je trouve, un peu dommage pour Isaline qui s'est mise à disposition de l'équipe, de ne pas pouvoir faire partie de l'équipe ici. Donc je pense que c'est effectivement une sélection logique. Oui, Janina avait annoncé que la Fed Cup, pour l'instant, ne rentrait plus dans ses plans. Donc c'est vrai qu'elle aurait pu revenir sur sa décision. Oui, puisque manifestement elle n'était pas très en accord avec Dominique Monami. Peut-être. Et donc peut-être que ça avait un peu orienté sa décision. Maintenant effectivement, au moins elle reste cohérente avec son choix de début d'année. Elise Mertens et Alison Van Uytvanck, vu sa forme, vraisemblablement ce seront les deux joueuses de simple. Oui, certainement, surtout que Kirsten Flipkens n'est pas très à l'aise sur terre battue, ça joue sur terre battue. Donc c'est une surface où Alison a déjà fait de très belles choses, on se souvient de son Roland Garros. Bien sûr. Isaline est quand même un cran en dessous, avec tout le respect qu'on lui doit, mais en simple certainement. Elle n'est pas top 100 comme les autres, donc oui, ce sera certainement Alison et Elise. Il pourrait y avoir une petite surprise pour le double. Je pense aussi que Elise jouera le double, quoi qu'il arrive à mon avis. Mais ça peut vraiment être avec n'importe laquelle des trois filles. Oui, tout à fait. Elle joue quand même avec Kirsten à Lugano cette semaine, donc c'est peut-être une petite indication sur ce que Ivo Van Aken, le capitaine remplaçant, leur a demandé peut-être de jouer ensemble. Voilà. De toute façon, il y a peu de surprises dans la sélection belge. Dans la sélection italienne, on le savait depuis le début de l'année, lors du match de Groupe Mondial 2, qu'elles ont joué contre l'Espagne. La plupart des meilleures italiennes n'étaient pas présentes. On sait que Pennetta et Vinci ont pris leur retraite. Schiavone n'est pas loin aussi. Oui, elle aussi pas mal descendu dans le classement. Ouais. Et Camilla Giorgi, qui est actuellement la numéro 1 italienne, ne joue plus non plus la Fed Cup. Voilà, donc ça laisse une équipe très déforcée, qui néanmoins a battu l'Espagne lors du Groupe Mondial 2. C'est une petite référence quand même, il faudra donc s'en méfier. Il reste quand même Sarah Errani en première joueuse. Elle est fort descendue au classement, mais on sait que c'est suite à sa suspension pour suspicion de dopage. Donc son classement ne reflète pas sa valeur. On sait qu'elle, comme beaucoup d'Italiens ou d'Italiennes, jouent pour leur pays avec tout leur cœur, et donc il faudra quand même sortir le grand jeu pour la battre, ça c'est certain, mais derrière elle, c'est vrai que c'est beaucoup plus faible, en tout cas au niveau du classement. Ce sont des joueuses qui sont beaucoup plus habituées au circuit ITF qu'au grand circuit, et nous avons quand même 3 top 100
dans l'équipe, donc normalement on devrait passer assez facilement. Oui, donc Errani, je le rappelle pour les plus jeunes, parce que ça fait déjà quelques années, mais elle était en finale de Roland Garros, hein, il y a quelques années, 4, 5 ans je dirais. Elle a été top 10, longtemps top 15-20. Comme tu dis, elle a été suspendue l'année passée, seulement 2 mois, mais on lui a aussi retiré tous les points entre le moment où, le contrôle et la décision. Donc, elle a perdu 6 ou 7 mois en tout de l'année passée, donc elle a fort redescendu. 89e au classement, donc elle a finalement été suspendue que 2 mois parce qu'elle a donné une excuse, les médicaments de sa mère qui seraient tombés dans l'eau des pâtes, enfin un truc, bon bref, on va pas polémiquer des heures là-dessus, mais voilà, elle est en tout cas, comme tu le dis, sur le papier, nettement meilleure que sa 89e place actuelle, même sans les pattes de sa mère. Et voilà, ce sera vraiment elle qui en simple comme en double, parce qu'elle a aussi été de très grandes références en double. Oui, tout à fait, avec Da Vinci, oui. Ils ont remporté plusieurs grands chelems, ils ont été numéro 1 mondial, donc oui, c'est une excellente joueuse de double, malgré son service très très faible, mais quand elle est en fond de cours, arriver à décoller de sa ligne, c'est pas évident, elle est très très hargneuse, elle va tout chercher, elle se battra jusqu'au bout. Et, elle n'est pas évidente à jouer, il faut arriver évidemment à attaquer cette balle si faible que ça va pouvoir être déroutant pour les adversaires. Des joueuses comme Alison Van Engelen qui aime bien s'appuyer sur des balles qui vont vite pourraient être gênées par ce service. J'espère que non évidemment, mais ça pourrait être déstabilisant. Ce sera clairement contre Sarah Errani qu'il faudra prendre au moins 1 point. Oui. Normalement, on doit prendre les 2 points contre la deuxième joueuse. Oui, que ce soit Paolini ou Chiesa, effectivement. Oui, voilà. Au premier tour, dans le groupe mondial 2, Errani avait gagné ses 2 matchs. Contre l'Espagne, où Muguruza ne jouait pas, mais c'était tout de même contre Suarez Navarro. Oui. C'est aussi une référence. Et contre Arruabarrena, et c'était Deborah Chiesa qui avait battu Arruabarrena pour amener le point de la qualification. Donc cette fille peut jouer et gagner sur terre battue contre des joueuses du top 100, il faudra tout de même s'en méfier. Tout à fait. C'est une joueuse de terre battue, elle a gagné plusieurs ITF l'an dernier sur terre battue, pas plus que des 25 000, mais quand même elle est beaucoup montée au classement en 2017, donc elle est assez en confiance. Et quand même à noter qu'ici début d'année aux qualifications de Saint-Pétersbourg, elle a mis une petite leçon à Kirsten Flipkens, 6-2, 6-0, mais on peut espérer que c'était pas la Kirsten Flipkens à 100% qui s'est fait balayer comme ça. Donc voilà, les clés sont là, il faut battre cette deuxième joueuse 2 fois, il faut battre Errani 1 fois. Idéalement avant le double, hein, ce serait quand même plus rassurant. Voilà, ça c'est pour tout ce qu'on pouvait dire pour cette rencontre de Fed Cup. On se retrouvera après la rencontre, le lundi ou le mardi, pour faire un petit compte rendu de cette dernière rencontre de Fed Cup pour l'année également. Salut! Au revoir.